Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est un nouvel épisode de Pop News, c'est la fin juillet, et oui, c'est le retour d'Adrien qui revient du Japon, comment ça va? Et oui, ça va très bien Thomas, je suis très content de retrouver Pop News, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait, donc j'ai très hâte, et il y a beaucoup de news depuis que je suis Ouais, parti, donc on y oui. va. Il s'est passé beaucoup de choses. Pour rappel, Pop News, c'est votre récap quinzomadaire habituellement de l'actualité pop culturelle du moment. On va faire un gros récap de ce qui s'est passé pendant ton absence. Alors, on n'a pas pu tout mettre évidemment parce qu'on essaie de faire un épisode d'1 heure, mais voilà. Il s'est passé beaucoup de choses. Pour rappel, on est disponible sur toutes les applications de podcast, sur les applications, les réseaux sociaux habituels, Twitter, qui s'appelle X peut-être maintenant, on ne sait plus. Oui, j'ai vu ça, ouais. Facebook, TikTok, Dailymotion, YouTube, j'en oublie Instagram. Exact. Et Et ben c'est tout, voilà, incroyable. c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à nous voir bien sûr en vidéo sur Dailymotion sur YouTube et puis dans vos applications de podcast préférées et à parler de nous si vous voulez. Bien sûr qu'on continue tout ça. De quoi on parle cette semaine? Comme d'habitude, la section brève avec pas mal de news. Tu nous feras ton point box-office comme d'habitude. Le gros sujet du moment, c'est la double grève en fait entre la SAG-AFTRA et la WGA aux États-Unis qui va grandement impacter Hollywood et les prochaines années de production. Et enfin, les sorties de la quinzaine ainsi que nos recos par recos. On verra à la fin de cette émission. Commençons tout de suite avec les brèves. La première brève, si on voulait faire un petit suivi de notre précédent épisode de Pop News, puisqu'on avait parlé des rumeurs sur qui serait Superman, qui serait Lois Lane, on a désormais la confirmation, c'est une information, David Corenswet sera Clark Kent et Superman dans Superman Legacy de James Gunn. On sait également que Rachel Brosnahan incarnera Lois Lane. On sait aussi pas mal de choses puisque pas mal de casting, ça s'est pas mal, on va dire, engouffré dans la brèche puisqu'on a Anthony Carrigan de Barry qui jouera un héros nommé Métamorpho, ainsi que Nathan Fillion qui jouera un ersatz de Green Lantern dans Superman Legacy, parce qu'on sait qu'il y aura évidemment Superman, mais aussi d'autres super-héros qui forment l'autorité dans ce film. Tout ça, c'est toujours prévu pour 2025, mais bon, avec la grève dont on parlera tout à l'heure, ça va certainement être décalé. Voilà pour Superman Legacy. On va parler à nouveau d'un super-héros puisque c'est Hugh Jackman qui se montre un petit peu sur le plateau de Deadpool 3. Exactement, Deadpool 3 qui est entré en tournage malgré la grève des scénaristes et là des acteurs, mais quand même a eu le temps de rentrer en tournage et donc on a eu l'opportunité de découvrir une photo de plateau sur laquelle on peut apercevoir Hugh Jackman et Ryan Reynolds tous les deux dans leurs costumes respectifs, donc de Deadpool, mais surtout celui de Wolverine, mais le Wolverine qu'on connaît très bien des comics, en jaune et bleu nuit on va dire, avec exactement la barbe de Wolverine et ça fait plaisir de découvrir Hugh Jackman dans le costume original en fait de Wolverine. Donc on n'en sait pas beaucoup plus. On sait que sur cette photo ils se battent. En tout cas ils sont en train de marcher. Il y a eu d'autres photos de plateau. On les voit se battre tous les deux avec un énorme logo 20th Century Fox détruit. Donc voilà, ils veulent un peu justement déconstruire tout ce qui a été fait peut-être du côté des X-Men à l'époque. Et puis une autre news liée à Deadpool 3, c'est le retour d'Elektra jouée par Jennifer Garner. Elektra qui elle était présente à l'époque dans le film j'ai perdu Daredevil, merci, Daredevil 2003 aux côtés de Ben Affleck, et donc là qui fera son retour en Elektra dans Deadpool 3. Ça a été annoncé par le Hollywood Reporter, et rappelons que Jennifer Garner avait joué très récemment avec Ryan Reynolds dans le film The Adam Project, Adam à travers le temps en français. C'est ça. Voilà. Exactement. Bon, j'ai un petit peu peur que ce soit juste une blague, mais on verra sur pièce en 2024, 2025, je me souviens plus. Si tout va bien avec la grève, ça peut être poussé. Exactement. Un autre film qui pourrait pâtir de la grève des acteurs, on en parlera tout à l'heure, c'est Dune partie 2, et désormais, alors on a eu un nouveau trailer pendant ton absence en mois de juin et juillet, Dune partie 2, qui doit adapter la seconde partie du livre de ce cher Herbert. On a désormais plusieurs informations qui viennent nous dire qu'il pourrait potentiellement y avoir un troisième film, toujours par Denis Villeneuve,
qui adapterait cette fois le deuxième roman qui s'appelle Le Messie de Dune et qui suit toujours la trajectoire de Paul Atreides. Donc très intéressant de voir que Denis Villeneuve n'en a peut-être pas forcément terminé avec la saga Dune. Donc, très intéressant à suivre, bien entendu. Toujours au sujet de Dune, mais cette fois au niveau de la série spin-off, Dune The Sisterhood, qui est toujours en plein travail du côté de HBO et HBO Max. On en avait déjà parlé dans un précédent Pop News, a eu pas mal de problèmes de casting, a fait un hiatus, et voilà, il y a un certain nombre de personnes qui sont parties et d'autres qui les ont remplacées. Donc voilà, c'est toujours un petit peu branlant du côté de ce projet de série spin-off qui doit se dérouler 10 000 ans avant la saga de Paul Atreides et se concentrer sur la secte des Bene Gesserit. Voilà pour Dune. On va parler de Netflix avec Sex Education. Yes, Sex Education qui se terminera avec sa saison 4. Ça a été annoncé par Netflix et aussi par la créatrice Laurie Nunn qui a déclaré qu'il était grand temps que les héros récupèrent leur diplôme. Donc voilà, la saison 4 de Sex Education, la grande série acclamée par le public et par la critique, se terminera le 21 septembre prochain. On a eu un petit teaser dans lequel le héros parle aux autres personnages de la série, donc on ne sait pas encore comment ça va se terminer exactement, mais rendez-vous le 21 septembre prochain pour découvrir tout ça, et surtout aussi le casting, en tout cas une bonne partie du casting de Sex Education est présent actuellement dans le film Barbie, donc pour ceux qui sont curieux de découvrir les autres acteurs au cinéma, voilà, il vous suffit juste d'aller voir Barbie. Excellent, très bien pour Sex Education du coup, le 21 septembre pour la saison 4 et la dernière. Donc, parlons de Barbie justement puisque tu viens de me donner cette transition. Greta Gerwig qui est réalisatrice du film Barbie qui cartonne en ce moment, tu en parleras dans ton point box-office, a d'ores et déjà signé pour son prochain projet. Ce sera 2 films pour Netflix adapté de la saga Le Monde de Narnia de C.S. Lewis. On sait déjà qu'il y a déjà eu une adaptation au cinéma, il y a eu 3 films adaptés du Monde de Narnia, au succès plus ou moins contrasté d'ailleurs, critique comme commercial. Donc désormais Netflix a acquis depuis 2018 les droits d'adaptation pour des films et des séries de Narnia, donc à voir ce qu'ils vont faire de cette adaptation. Ça suit un petit peu la tendance du côté de Netflix d'avoir des productions très importantes et qui sont basées souvent sur des adaptations. Donc à voir, mais c'est pas pour tout de suite, mais ça a l'air d'être le prochain projet de Greta Gerwig, donc très curieux. Parlons un petit peu de Stranger Things, toujours chez Netflix. Ouais, parce qu'on n'a pas beaucoup de news de Stranger Things en ce moment. On sait que la saison 5, qui sera donc la dernière de la série, est en cours d'écriture par les Duffer Brothers. Mais bon, c'est un peu tout ce qu'on a en ce moment. Mais on vient d'apprendre qu'un réalisateur de renom a été embauché pour la saison. Et il s'agit de Dan Trachtenberg, qui a été le réalisateur de 10 Cloverfield Lane et aussi de Prey plus récemment. Donc un préquel de Predator qui a été diffusé sur Disney+ en France. Et on ne sait pas combien d'épisodes il réalisera de cette saison. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'un réalisateur connu, spécialisé un petit peu aussi dans l'horreur, voilà, se met au service de la série Stranger Things. Pour l'instant, voilà, on n'a pas beaucoup plus d'infos que ça. On sait aussi qu'une série animée est prévue du côté de Netflix sur Stranger Things. Donc voilà, on voit que la poule aux œufs d'or est toujours bien présente dans les esprits du côté de Netflix, et on espère pouvoir vous donner plus d'infos sur cette saison 5, notamment une date de sortie, mais bon, il va falloir patienter, je pense, un petit peu avant d'avoir tout ça, et notamment aussi un trailer, ça n'arrivera pas tout de suite. Oui, série extrêmement impactée par la grève, notamment des scénaristes, puisque les Duffer Brothers ne travaillent plus à l'heure actuelle sur l'écriture. Une autre poule aux œufs d'or que AMC cette fois ne veut pas laisser tomber, c'est The Walking Dead. The Walking Dead qui lance de plus en plus de spin-off, et donc il y en a un qui vient juste de s'achever qui s'appelle Dead City, dont je vous parlerai en fin d'émission, et un prochain spin-off de The Walking Dead arrive, c'est The Walking Dead, Daryl Dixon, et on a désormais une date de sortie ainsi qu'un trailer qui a été rendu disponible au moment de la Comic-Con de San Diego, qui vient juste de s'achever. Un trailer qui donne, ma foi, plutôt pas trop mal envie. Daryl Dixon avec évidemment le retour de Norman Reedus, qui va explorer un petit peu la France post-apocalyptique, chose assez intéressante.
notamment face à Clémence Poésy, que l'on connaît notamment bien sûr pour Harry Potter, mais elle était récemment dans Tenet, également pour Christopher Nolan. Donc assez intéressant, la date de sortie du coup pour Walking Dead Daryl Dixon, c'est le 10 septembre prochain, bien sûr à rythme hebdomadaire, et tout ça je ne sais pas où est-ce que c'est disponible en France, mais très probablement que ce sera soit chez OCS, soit chez Canal+, en général c'est plutôt l'un des deux qui se partage les licences Walking Dead. Retour sur Netflix avec, l'air de rien, les abonnements qui continuent de grimper. Exactement, parce qu'il y a quelques mois, donc Netflix avait interdit entre guillemets le partage de compte, en tout cas avait rendu payant le partage de compte, Oui. le partage de code en fait, qu'on pouvait avoir chez chaque utilisateur, et on pouvait craindre que justement ça fasse un petit peu chuter le nombre d'abonnés chez Netflix. Et bien c'est tout le contraire. En fait, le streamer, donc Netflix, révèle que 5,89 millions de nouveaux abonnés ont rejoint le service depuis que le partage de compte est devenu payant. Donc en fait, c'est justement une affaire qui fonctionne très très bien chez Netflix, et on a même des chiffres plus précis au niveau des abonnés. On a actuellement 238 millions d'abonnés Netflix au 30 juin 2023, et donc la plateforme est très proche d'atteindre les 250 millions d'abonnés dans le monde d'ici quelques mois. Donc ça fonctionne très bien, c'est une Comme opération quoi. payante. Ouais. Ouais. Et aux États-Unis, mentionnons d'ailleurs qu'une nouvelle hausse du tarif d'entrée hors pub a été pratiquée il y a quelques jours. Donc voilà, c'est aux alentours de 15$ désormais. Donc ça commence à être cher, Un petit peu mais bon, cher, un petit voilà. peu. Et on sait qu'en général, ça arrive plus tard en Europe, donc bon, serrons un petit peu les fesses. On va entrer dans dans la séquence les dates de sortie, puisqu'il y a eu énormément de dates de sortie proposées notamment pour des séries télé. On va commencer par The Boys, dont le spin-off Gen V a d'ores et déjà été daté. Ce sera pour le 29 septembre prochain, avec les 3 premiers épisodes, puis ensuite un rythme hebdomadaire par la suite sur Prime Video, bien entendu. Toujours sur Prime Video en France, on a la date de The Continental, qui est la mini-série spin-off de la saga John Wick. Ça se passe dans les années 70 autour de l'hôtel Continental à New York. Le premier épisode de 90 minutes, puisque les 3 épisodes dureront 90 minutes, sera diffusé le 22 septembre, et les 2 autres à rythme hebdomadaire. Toujours, décidément, sur Prime Video, on a la date, enfin, d'Invincible saison 2. Les 4 premiers épisodes de cette saison de 8 seront disponibles le 3 novembre, et les 4 suivants début 2024. Et d'ailleurs, Prime Video a annoncé qu'un épisode spécial dédié à Atom Eve était d'ores et déjà disponible. On peut le regarder dès maintenant. Et pour l'avoir vu, c'est plutôt pas mal, et ça donne envie de regarder la saison 2. Donc c'est bien Très joué de leur cool. part. Ouais. Très cool. Voilà pour la section date de sortie, et la dernière news qui vient de se greffer à ce conducteur a trait à Fortnite. Exactement. Louis Leterrier, donc lui, le réalisateur Louis Leterrier, qui vient de réaliser Fast 10 ou Fast X, qui a quand même rapporté 720 millions de dollars dans le monde, ce qui est plutôt pas mal, a annoncé lors du Comic-Con de San Diego, qui s'est tenu là mi-juillet, qu'il était très fan de Fortnite et qu'il envisageait même d'en faire un film. Voilà. Donc pour la petite citation qu'il a sortie, ce jeu est incroyable, les personnages, les décors, il y a tellement de choses possibles à faire, ce serait drôle, ce serait bourré d'action, ce serait parfait. Bon, pour l'instant, c'est juste une envie de réalisateur, mais Ouais. comme on sait que Louis Leterrier est très bien vu à Hollywood, Oui. ça peut donner des idées au studio. Oui, surtout que c'est une grande franchise de jeux vidéo. Mais Exactement. écoute, parfait, voilà pour la section brève de cet épisode de Pop News de fin juillet. On va passer à ton point box-office, Adrien. Yes, alors on passe au point box-office qui est un gros point box-office, notamment avec Barbie et Oppenheimer. Je commence avec Barbie qui a réalisé un démarrage spectaculaire avec 1,2 million d'entrées en France sur 665 écrans. Donc c'est vraiment un énorme démarrage. Et au niveau mondial, il a rapporté pas moins de 337 millions de dollars au cours de son premier week-end, dont 155 millions de dollars aux États-Unis. Ce qui fait de lui le deuxième meilleur démarrage de l'année, juste derrière Mario. Donc vraiment là, Barbie, tous les feux sont au vert, ça risque d'être un énorme carton. On en parlait il y a quelques temps, qui peut détrôner Mario? Il y a des chances que Barbie y parvienne. Donc je suis Ouais. très curieux de voir jusqu'où va aller le film de Greta Gerwig dans les prochaines semaines. Tous les On feux compte sont au rose, tous, donc. tous les feux sont au rose, exactement. Je continue avec Oppenheimer, évidemment, le Barbenheimer. Le film donc, de Christopher Nolan a également réalisé un premier week-end assez incroyable au niveau mondial, avec un total de 174 millions de dollars, dont 80 millions aux États-Unis. C'est le meilleur démarrage d'un film de Nolan hors trilogie The Dark Knight, et du plus gros démarrage d'un film classé
interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis depuis la pandémie. Donc vraiment un énorme carton. C'est Et ouf. en France, le film a attiré 842 000 spectateurs lors de son premier week-end sur 668 copies, ce qui représente le quatrième meilleur score de Nolan. Et on retrouve juste devant Oppenheimer les deux Dark Knight et Inception. Donc Oui. Oppenheimer se trouve à la quatrième place derrière The Dark Knight Rises et Inception. Ouais. Les plus gros succès de Nolan. Ça a du sens. Exactement. Et pour terminer sur Barbie et Oppenheimer, donc le Barbenheimer, le week-end du 21 et 23 juillet est le quatrième week-end le plus important de l'histoire du box-office américain, avec un total de 302 millions de dollars de recettes, soit le plus gros total depuis la pandémie. Et donc Waouh. évidemment, le marketing autour de Barbie et autour d'Oppenheimer, parce que les deux films ont été liés ensemble Clairement. voilà, par les fans, même un peu parfois on a fait jouer les acteurs de certains films, notamment Barbie, là-dessus. Ça a très très bien fonctionné, donc tout le monde y gagne, le cinéma y gagne, les deux films aussi, donc c'est parfait. Impeccable. Bon, évidemment, n'occultons pas certaines autres sorties. D'ailleurs, tu vas nous en parler, puisque Mission Impossible 7 fait aussi son petit bonhomme de chemin. Exactement, donc Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, lui a engrangé 370 millions de dollars de recettes mondialement à l'issue de son deuxième week-end, ce qui lui permettra de terminer vers 650 millions de dollars d'après les estimations et les experts. Par contre, si on compare ça à Fallout, lui avait rapporté 791 millions de dollars en bout de course, donc on est quand même un peu moins bon côté Mission Impossible Dead Reckoning que sur Fallout. Du côté de la France, le film a comptabilisé 1,3 million d'entrées lors de sa deuxième semaine d'exploitation, donc ce qui est pas mal. Voilà, mais évidemment, en face, il y a les mastodontes Barbie et Oppenheimer, donc ça peut continuer un petit peu à chuter. Bien sûr. Et je termine mon point box-office avec Indiana Jones et le cadran de la destinée, qui lui a totalisé 2,1 millions d'entrées en France après 3 semaines d'exploitation. Et au niveau mondial, il a cumulé 302 millions de dollars de recettes à la fin de son troisième week-end, ce qui lui permettra sûrement de clôturer autour des 350 millions de dollars de recettes. Donc c'est un peu un coup dur pour le film de James Mangold avec Harrison Ford, parce que ça lui permettra apparemment de rentrer à peine dans ses frais si on tient en compte l'aspect marketing aussi autour du film. Pour rappel, Indiana Jones 4 avait lui rapporté 790 millions de dollars. Donc on est bien loin des chiffres du quatrième épisode réalisé par Steven Spielberg. D'accord, ok, bon bah c'est bon à savoir. Évidemment, les 4 films dont tu viens de nous parler à l'instant vont très prochainement figurer dans le listing de vos podcasts préférés, puisque PopTier va traiter chacun de ces films-là dans les prochaines semaines. D'ailleurs, la semaine prochaine, ce sera a priori Barbie qui passera sur le grill, ensuite ce sera Oppenheimer, et puis après vous aurez nos avis sur Mission Impossible et sur Indiana Jones. Yes. Merci pour ce point box-office, on va passer désormais au gros sujet, plus que de la quinzaine, hein, puisque ça fait un moment désormais que tout ça traîne. On va parler de la grève de la SAG-AFTRA qui vient désormais rejoindre la WGA, la Writers Guild of America, en grève pour évidemment faire pousser un petit peu leurs revendications face notamment à la guilde des producteurs et particulièrement aux studios qui sont évidemment pas spécialement fans de leurs revendications. C'est pour ça que la SAG-AFTRA, le principal syndicat des acteurs aux États-Unis, a décidé de se mettre en grève. On va expliquer un petit peu le pourquoi. Les raisons de cette mise en grève. Il y a 2 raisons principales à la mise en grève de la SAG-AFTRA qui rejoignent énormément les raisons pour lesquelles les scénaristes américains s'étaient mis en grève en mai dernier. Ils sont toujours en grève à l'heure où on enregistre ce podcast. La première raison, c'est tout simplement parce que l'écosystème a été un petit peu brisé par l'arrivée des plateformes de streaming qui payent pas vraiment les petites mains qui font les séries ou les films, mais payent plutôt par une espèce de package, si vous voulez, l'achat des différentes licences pour passer des films ou des séries. Et donc ça, c'est plutôt sur les studios que ça repose, tout cet argent. Et ensuite, ce qu'on appelle les residuals, c'est en grosso modo les droits d'auteur pour faire en sorte que quand vous êtes apparu par exemple dans un film ou dans une série
et que cette série est rediffusée, par exemple à la télé ou sur une plateforme de streaming, vous obtenez une certaine, un petit chèque pour chacune de ces apparitions-là. Évidemment, avec l'apparition des plateformes de streaming, tout ça a été vraiment remis en cause, et les residuals, les chèques résiduels qui arrivent désormais aux acteurs sont vraiment très 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 faibles. Pour certains qui font partie de très très grosses séries bien regardées sur Netflix par exemple, on parle de quelques centimes. Donc vraiment, c'est très très peu. Donc voilà, ça c'est la première, le premier volet, on va dire, des revendications de la saga AFTRA, et aussi de la WGA. Et le deuxième gros volet, c'est l'intelligence artificielle, qui commence vraiment à avoir une place un peu prépondérante dans les futures productions, et les studios s'y intéressent énormément, notamment pour faire écrire des scénarios, mais aussi pour potentiellement utiliser l'image des acteurs, pour les utiliser et les numériser. Et ça, c'est évidemment quelque chose que la saga AFTRA et la WGA veulent encadrer pour essayer de faire en sorte que les studios fassent pas n'importe quoi avec ce genre de possibilités technologiques. Voilà un petit peu les raisons principales de la grève. C'est lourd, parce qu'il y a deux choses qui s'affrontent en même temps. En tout cas, ils affrontent voilà, deux gros problèmes de face, parce qu'on pourrait croire que l'IA, c'est quelque chose voilà, qui arrive tranquillement, mais non, comme tu l'as dit, c'est déjà en place, et ça prend de plus en plus de place, et ça va très très vite, et nous, on le voit dans notre quotidien aussi, hein, juste voilà, sans être un artisan du cinéma ou sans bosser dans le cinéma. Donc on sait que l'IA, c'est le truc du moment. Et moi, je pense que cette grève va durer évidemment bien plus longtemps que celle de 2007-2008, qui avait duré 101 jours, dans mes souvenirs. Parce que là, il y a beaucoup plus de revendications, il y a beaucoup plus d'acteurs, mais je ne parle pas juste de l'acteur de cinéma, il y a beaucoup plus de personnes sur le devant de la scène aussi, qui viennent expliquer le pourquoi du comment, qui viennent revendiquer aussi ce qui se passe. Et quand je dis acteurs, il y a aussi des vrais acteurs de cinéma qui viennent. Il y en a de plus en plus. On a vu récemment David Duchovny de X-Files qui a sorti une pancarte avec les grévistes qui était génial. The residuals are out there. Donc les residuals sont ailleurs, exactement, en référence à X-Files. Voilà, donc en fait, ils viennent tous se plaindre, et ils ont tous très peur, ça se sent, pour leur métier, pour l'avenir du cinéma au global. Nous, en France, on n'est pas encore impacté à ce point-là, parce qu'on a beaucoup plus légiféré, et on a réussi à mieux dealer certaines choses. Donc ça nous protège, en tout cas ça protège les scénaristes français un peu plus que les scénaristes américains. Mais si ça leur arrive à eux, ça pourra très vite nous arriver à nous aussi. Et puis tout ça fait qu'il y a beaucoup de tensions entre les studios et évidemment certains acteurs du milieu, quoi. Bien sûr, on va préciser que la saga AFTRA représente 160 000 membres, donc ça va évidemment des acteurs, des comédiens, mais ça représente aussi des cascadeurs, des gestionnaires de cascades sur les tournages. C'est beaucoup de monde, et c'est évidemment beaucoup d'impact, beaucoup plus aussi que la WGA, je crois que c'est de l'ordre de 12 000 scénaristes, ce qui est déjà énorme, mais bon voilà, c'est très important. Et de fait, là où on entendait la petite chanson à l'époque de la grève, du lancement de la grève de la WGA, en disant mais c'est pas grave, on peut continuer à tourner parce que les scénarios étaient déjà terminés, machin et tout, bah là, quand t'as pas d'acteurs pour pouvoir tourner tes films et tes séries, et ben ça a des conséquences très très directes, puisque bah ton film ou ta série, elle s'arrête, il y a plus de tournage qui soit. Donc ça c'est évidemment très important, et on y reviendra tout à l'heure, mais avant ça on voulait parler évidemment de ce qu'ont dit certaines personnes. Très récemment je suis tombé sur George R. R. Martin, que vous connaissez évidemment parce que c'est l'auteur de la saga du Trône de Fer, qui s'est un petit peu exprimé à ce sujet-là sur son blog. Vous savez qu'il est très actif sur son blog, et il dit que ces grèves elles concernent pas vraiment les auteurs vedettes, ou les producteurs. La plupart d'entre eux vont très bien, il n'y a pas de souci pour ça. On fait grève pour les auteurs en début de carrière, les étudiants qui espèrent se faire une place, l'acteur qui a 4 répliques, et puis le type qui en est à son premier job et rêve de créer son propre show un jour, comme c'était le cas dans les années 80. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est un vrai questionnement quand on se lance dans cette carrière-là, et qu'on voit les problématiques auxquelles est confrontée la profession. C'est vrai que c'est le genre de choses qui peut éventuellement te poser question et te dire je devrais peut-être faire autre chose, et ça peut poser problème dans les décennies à venir. C'est-à-dire que si on a une pénurie de créatifs,
Et oui et Ça non. peut être problématique. Parce que l'IA, parce que l'intelligence artificielle et je pense que Ouais. les studios, et les plateformes comptent aussi un peu là-dessus, même beaucoup là-dessus. On y reviendra aussi un peu plus en détail tout à l'heure Mmh. sur l'intelligence artificielle, mais c'est là où tout se joue aussi, je pense. Mais il a totalement raison évidemment, George R. R. Martin parce que, déjà que c'est très précaire depuis des années, le métier de scénariste notamment. On sait que c'est très compliqué de faire valider un show, de le greenlighter à Hollywood. Il suffit de prendre l'exemple, par exemple, de Breaking Bad. Ça a été compliqué de vendre Breaking Bien Bad, sûr. voilà, tous les studios ont refusé jusqu'au moment où AMC, la chaîne AMC a dit: «OK». Et même pendant la production du show, il fallait se battre pour que ça continue. Donc voilà, même si on est Vince Gilligan et qu'aujourd'hui on est reconnu, quand on Mmh. n'est pas connu, il faut faire ses armes. Et donc Exactement. aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce que les plateformes ont un besoin, c'est des ogres qui ont des besoins de contenu en permanence, en C'est permanence. immense. Mmh. On peut le voir avec Netflix, mais on peut le voir aussi avec Disney+, et notamment, tout le monde s'en plaint, de toutes les séries Marvel qui Mmh. arrivent et qui débarquent et plus personne ne les regarde. En fait, ça fait des fours parce qu'en fait, il y en a trop et il y a plus de limite, il y a même plus de marketing autour parce que c'est trop de contenu, c'est bourratif. Et donc, les gens justement commencent à comprendre un petit peu mieux, je pense, hein, ce qu'est le métier de scénariste, ce qu'est la Mmh. création de contenu, parce que d'un côté aussi on a des créateurs de contenu sur internet avec Bien YouTube, sûr. etc., et on commence à mieux saisir l'envers du décor. Et je pense que cette grève a un impact un peu plus direct et un peu plus facile à comprendre pour les gens Mmh. lambda que celle de 2007, 2008 ou les précédentes grèves qu'il y a eu à Ouais. Hollywood. Et donc elle a plus d'impact. Ouais. Et aujourd'hui en plus il y a beaucoup plus de facilité à en parler sur les réseaux sociaux Mmh. quand on est un acteur du milieu qu'auparavant. Donc C'est ouais, clair. c'est compliqué et en plus il y a des prises de bec et des prises d'armes entre acteurs et directeurs de studio. Tu peux peut-être en parler Ouais, récemment. Ouais. j'allais justement rebondir sur le fait que tu aies mentionné bah, le fait que les séries Marvel arrivent, c'est une quantité ininterrompue et en fait personne les regarde parce qu'en fait c'est pas de qualité. Mhm. D'ailleurs un jour il faudrait que je vous parle de Secret Invasion, mais ce jour n'est pas arrivé encore. Est-ce qu'on a Euh, envie? voilà, Mm. Bob Iger, donc le président, directeur général de Disney, nouveau, ancien mais nouveau, Mhm. euh, a le même constat, bizarrement. Il dit que la marque Marvel a pâti du fait de cette omniprésence de séries sur Disney+, et il s'est également fait remarquer pour une prise de parole un peu hors sol, très honnêtement, au moment du lancement de cette grève, puisqu'il dit que pour lui, c'est très perturbant que des acteurs du milieu, comme des scénaristes ou des acteurs, se mettent en grève, alors que l'industrie du cinéma a énormément de problèmes, on a beaucoup de mal à payer les gens, à faire des profits. On va rappeler quand même que ce monsieur devrait à peu près toucher 27 millions de dollars sur l'exercice 2023, il en a touché une quinzaine sur l'exercice 2022. Bon, Mon Dieu, mon Dieu. voilà, quand les studios ont envie de payer des gens, ils savent payer des gens. Bien sûr. C'est pas ça le problème. C'est Mm. que il y a une vraie faction, j'ai envie de dire, de studios et de plateformes qui veulent faire en sorte de maximiser les profits. C'est un petit peu leur prérogative, j'ai envie de te dire, Mhm. puisque c'est toutes des sociétés qui sont cotées en bourse. Donc évidemment, il faut maximiser les profits. Et comment on maximise les profits? Ben, en payant le moins possible les petites mains qui t'aident à faire tout ça. Et Exactement. donc c'est ça que mettent en valeur ces deux grèves, c'est que les artisans derrière ces œuvres que l'on voit, qui sont de qualité ou pas, peu importe, les gens qui sont au-dessus préfèrent les réduire à la pauvreté, parce que pour certains c'est le cas, hein, parce qu'évidemment on parle pas de Leonardo DiCaprio dans ce genre de cas de Non, non. figure, hein. Ouais. On parle pas de Craig Mazin ou de George R. R. Martin, on parle des gens qui ont déjà du mal à l'heure Mm. actuelle à payer leurs factures. Et c'est des gens qui sont très impactés par ce que veulent faire les studios et les plateformes en ce moment. Bien sûr. D'ailleurs, il y avait l'exemple de Ron Perlman qui a joué Hellboy, qui lui aussi a tenu à répondre à sa façon, voilà, en disant vous voulez nous sortir de nos maisons et vous voulez nous rendre pauvres entre guillemets. C'est ça. Nous aussi, on est capable de le faire pour vous, quoi, en mode on va sortir les gros bras et puis on va venir vous défoncer. Et c'est ça, il y a vraiment une lutte, une sorte de lutte des classes un petit peu qui se C'est un met peu en ça. place, Ouais, qui existe vraiment. depuis évidemment des années. Hein, il y a pas de souci là-dessus. Mais la machine, là, on a l'impression qu'elle s'emballe un petit peu à Hollywood, qu'elle a envie de se nourrir encore plus que d'habitude, qu'elle veut tout dévorer sur son passage, mais qu'elle risque d'y perdre beaucoup. Ouais.
Mais on reviendra dessus encore tout à l'heure sur le côté IA, et c'est peut-être une porte de sortie pour eux, mais est-ce que c'est la bonne? Je ne pense pas. Mais ouais. C'est ça. On va juste préciser que c'est la première fois depuis 1960 que la SAG-AFTRA et la WGS sont en grève en même temps, ce qui montre évidemment l'ampleur du problème. Ouais. Donc, je voulais vite fait parler de Sean Gunn, acteur évidemment que vous avez vu dans Les Gardiens de la Galaxie, mais qui est aussi dans Gilmore Girls, et qui a parlé sur un des piquets de grève, des nombreux piquets de grève à Hollywood, en disant que lui, en fait, même si Gilmore Girls est extrêmement streamé sur Netflix, lui, il gagne rien du tout en chèque de résiduel sur tous ces streamings. Donc ça montre bien l'ampleur du problème aussi, c'est que en fait, l'argent, il reste à un endroit, il descend jamais. Cette fameuse théorie du ruissellement, mais qui n'arrive jamais. C'est marrant, ça. Ouais. C'est drôle. C'est drôle, ça n'existe pas. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était pour en finir sur les résiduels. On va parler un petit peu d'IA, puisque c'est évidemment un des gros problèmes qui s'annonce pour tous ces artistes. Il faut savoir que Tom Cruise a essayé de faire du lobbying auprès du syndicat des studios et des producteurs, en disant que ce serait bien d'encadrer l'IA et d'histoire de mettre un petit peu en avant les positions de la SAG-AFTRA sur l'intelligence artificielle. Bon, à l'évidence, il n'a pas réussi, puisque ça ne les a pas suffisamment convaincus pour que le contrat soit signé et qu'il y ait un deal qui soit signé entre la SAG-AFTRA et les studios. Mais ça montre bien quand même qu'il y a des personnes en position, on va dire, de relatif pouvoir à Hollywood qui sont conscients de ce genre de problème. James Cameron a aussi pris la parole à ce sujet, disant que, évidemment, l'intelligence artificielle, lui, il voyait pas comment une machine pouvait faire en sorte d'être aussi intelligente, aussi touchante que peut l'être l'humain. Je vais citer ce qu'il a dit. Je ne peux pas croire qu'un esprit désincarné qui régurgite ce que de véritables esprits humains ont à dire sur la vie qu'ils ont eue, sur l'amour, sur les mensonges, les peurs et la mort, puisse rassembler toutes ces idées dans une sorte de salade pour mieux les régurgiter. Je ne crois pas que ces choses-là pourraient émouvoir un public. Il faut être un humain pour écrire un truc pareil. Je ne connais personne qui a réfléchi à l'idée d'avoir un scénario écrit par une intelligence artificielle. Donc ça montre bien évidemment qu'on essaie de se confronter à cette problématique-là, parce qu'on voit bien que les artistes, les gens qui écrivent, les gens qui réalisent, les gens qui jouent, évidemment comprennent le problème. Mais c'est tellement plus simple dans la tête d'un exécutif de se dire « mais c'est pas grave, on n'a même pas besoin de payer, c'est une machine qui va le faire ». Bien sûr. Et donc c'est évidemment, c'est très simple pour eux d'être aveugles à ce genre de revendication. C'est ça, c'est la solution de facilité. Si tu te mets dans la tête d'un exécutif, dans la tête d'un studio, c'est évidemment la meilleure solution. Parce que tu vas économiser de l'argent. Court-termiste, certes, mais tu économises de l'argent. Voilà. Certes, tu te mets à dos certains acteurs du milieu, mais c'est pas bien grave, parce qu'en fait, finalement, tu vas continuer à faire ton blé. Bon, j'aimerais juste continuer sur Cameron, parce qu'il a aussi dit autre chose qui est intéressant. Je pense que nous allons entrer dans l'équivalent d'une course à l'armement nucléaire avec l'intelligence artificielle. Tu peux imaginer une intelligence artificielle dans une arène de combat se battant contre d'autres ordinateurs à une telle vitesse que les humains ne pourraient plus rien faire, et j'estime qu'il n'y aura plus de retour en arrière. Et en fait, c'est peut-être les prémices. Évidemment, c'est très noir ce qu'il dit, et puis bon, c'est quand même le réalisateur de Terminator, donc bon, voilà. Il s'y connaît en tech noir, mais c'est quand même un peu les prémices de quelque chose de sombre qui arrive. Pas qu'au cinéma, malheureusement. Il va falloir faire beaucoup de choses pour légiférer autour de tout ça. Le fait que ce soit exposé autant en ce moment, c'est parce que c'est Hollywood, et donc évidemment, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus facile et directe sur le problème. Mais ça va nous impacter dans les années à venir, même dans les mois à venir, très très vite. Et je pense qu'on ne réalise pas encore à quel point ça va changer notre façon de consommer de la culture, notre façon de vivre, de voir les choses, voilà, ça va être assez intense, ultra intéressant à suivre évidemment, mais ça en dit long sur notre époque, qu'on en arrive à une grève aussi importante, et que les studios, pour l'instant, voilà, on enregistre le 24 juillet, les studios ne bougent pas d'un iota, quoi. Ils sont en mode on fait ce qu'on veut, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de sources qui ont parlé de l'attitude des studios au sujet à l'époque, c'était encore que la grève des scénaristes, et des gens qui disaient tranquillement chez les studios, dire mais c'est pas grave, là on arrive à un stade où ils vont vraiment plus avoir d'argent, où ils vont perdre leur maison, ils vont plus pouvoir se soutenir eux-mêmes. Mais c'est pas grave, c'est ça qu'on veut. Voilà. Pour qu'ils arrêtent d'être en grève. Ultra Donc c'est ça le problème. C'est que en fait, l'humain dans cette situation-là, ça n'est plus une considération.
pour les corporations. Exactement. Donc c'est un vrai problème. Un exemple aussi de l'IA que peut utiliser Hollywood et les studios, c'est de prendre, tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais de prendre l'image d'un Oui. figurant et de l'utiliser ad vitam. Vraiment, Mhm. on va prendre les mouvements d'un figurant, son visage, son corps, etc., ses expressions, et on pourra l'utiliser dans n'importe quel autre contenu. Ouais. Il aura juste été payé une fois pour Pour une journée de travail. une journée de travail, cette prise de vue, et il pourra apparaître dans des centaines, des milliers de films, même après sa mort, etc. Donc ça, c'est plus ou moins dramatique, ça fait un peu peur. C'est quand même quelque chose qui, moi, m'effraie personnellement. Ouais. On commence à en parler aussi avec de grands acteurs comme Bruce Willis qui avait cédé ses droits d'image Mm. à certains studios, voilà, pour qu'on utilise son image plus tard dans d'autres films. Ouais. Bon, je sais pas, t'en penses quoi, toi, de ça? Moi, je pense que c'est terrifiant, comme tu le dis. C'est évidemment, quand c'est fait sous ces conditions-là, tu te dis que personne ne peut accepter ça. Mhm. Le problème, c'est quand t'es un acteur qui débute et que t'es content déjà d'avoir ton salaire de figurant, à quel moment, en fait, t'es pas obligé d'accepter ce genre de conditions-là et de se dire, bah, si ça se trouve, dans 20 ans, t'es une star mondialement connue, mais il y a un studio qui t'a payé pour une journée de travail et qui peut utiliser ton image ad vitam aeternam parce que t'as été obligé, en fait, pour pouvoir payer tes factures, Bien sûr. de signer ce contrat-là. Et c'est en ça que ce genre de choses, il faut absolument les encadrer. Alors, c'est pas juste histoire de faire la mentalité de gauche, c'est juste histoire de dire, il y a des choses qu'on devrait pas pouvoir faire décemment. Si les gens sont OK avec l'utilisation de leur image, qu'on puisse la générer par intelligence artificielle pour des effets visuels bien précis, mais il y a un contrat bien précis pour un film. Bien sûr. On l'a vu récemment beaucoup de fois côté Marvel, on l'a vu et on en parlera prochainement dans Puppeteer pour Harrison Ford et Indiana Jones. Je doute que Lucasfilm lui ait fait signer un contrat pour lui dire, écoute, maintenant qu'on t'a bien numérisé, on va pouvoir réutiliser Indiana Jones dans 5 ans pour faire un film, même si t'es mort. Tu vois, il y a des gens qui ont suffisamment de pouvoir pour être suffisamment entourés par des législateurs, des avocats, etc. Mais l'acteur, le figurant qui est en bas de l'échelle, lui, il n'a pas le choix, en fait, grosso modo. Et c'est ces personnes-là qu'il faut protéger. Complètement. Non, complètement. Et ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'il y a la grève et que j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et qu'est-ce qui va en sortir, en fait, parce que c'est très difficile à négocier tout ça. Et puis là, ils font pression actuellement, mais est-ce qu'ils ne reviendront pas d'ici quelques mois, quelques années pour refaire la même chose? Est-ce qu'ils ne trouveront pas voilà, une faille dans le système pour réussir ça? Est-ce que les membres vont pas céder aussi à un moment? Parce qu'il faut bien bosser, il faut bien bouffer. Donc c'est un peu compliqué. J'ai un autre exemple aussi, après, voilà, c'est juste pour que les gens comprennent bien ce que c'est aussi les dangers de l'IA. C'est l'exemple de Jet Li avec Matrix. Je ne sais pas si tu te souviens. J'ai retrouvé donc une interview de Jet Li qui à l'époque devait bosser sur Matrix Reloaded et Matrix Revolution, et il explique que j'ai hésité quand j'ai réalisé que les Américains voulaient que je participe au film pendant 3 mois, mais avec une équipe pour 9. Les 6 mois suivants, ils voulaient enregistrer mes mouvements d'arts martiaux, les copier numériquement pour les conserver dans une base de données. À la fin de cet enregistrement, ils auraient obtenu les droits de ces mouvements. Je me suis dit que je m'étais entraîné toute ma vie pour les réussir et que nous, les passionnés d'arts martiaux, nous étions condamnés à vieillir alors qu'ils pourraient conserver mes mouvements pour toujours comme une propriété intellectuelle. Je leur ai dit que je ne pouvais pas faire ça. Donc voilà, ça résume exactement ça. C'est-à-dire que c'est du travail, c'est un labeur, c'est toute une vie, comme l'explique Jet Li, en tant que spécialiste des arts martiaux. Et le mec, en 2 secondes, en fait, on va dire non, en fait, tu ne sers plus à rien. Voilà, tu nous as donné ce que tu avais à donner, et puis maintenant, c'est bon, on peut te jeter à la poubelle. On a l'ordinateur qui va faire le taf à ta place. Ouais. Ça montre bien que ce genre de lutte, en fait, elle date pas d'hier. Et que à l'époque c'était vraiment utilisé ponctuellement face à des individus qui ont eu la présence d'esprit de pas accepter. Mais là en fait quand tu généralises ce problème-là, on voit bien qu'il n'y a que la solution des syndicats pour essayer de faire pression d'un point de vue global sur ces studios, parce qu'en fait on voit bien que la plupart des studios, enfin disons que les studios et les streamers ont
vraiment envie de réduire les coûts un maximum. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé dans les précédents Pop News en disant qu'il y avait énormément de licenciements, des vraies vagues de plusieurs milliers de gens qu'on licenciait, notamment chez Disney, mais on l'a vu chez Amazon, enfin c'est pareil. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et qu'on va suivre évidemment avec grand intérêt. Donc ça, c'est pour toutes ces raisons-là qu'il y a grève d'un point de vue de la SAG-AFTRA et de la WGA. On va parler maintenant des conséquences, puisque évidemment tout ça, ça a des conséquences très nettes, c'est l'arrêt des tournages. L'arrêt des tournages, notamment des blockbusters, puisque du côté des productions indépendantes, il y a un certain nombre de, on va dire, laissez-passer qui ont été rendus disponibles. Très peu, une trentaine, hein, mais ouais. Ouais. Mais voilà, et notamment des productions A24, qui a été le diffuseur enfin le producteur de Everything Everywhere l'an dernier, parce que A24 ne fait pas partie de l'union des studios de l'AMPTP de mémoire, je crois que c'est ça l'acronyme. Mais bref, donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de films et de séries qui étaient à l'heure actuelle en tournage ou qui allaient commencer leur tournage et qui ne peuvent plus se tourner, peu importe s'il leur restait une journée de tournage ou 2 semaines, etc. Tout simplement parce que il y avait des acteurs SAG-AFTRA qui devaient tourner et qui ne peuvent pas entrer littéralement dans les studios. Donc ça concerne Deadpool 3 dont on a parlé tout à l'heure, ça concerne évidemment Mission Impossible 8 qui avait déjà commencé son tournage, qui était en pause pour pouvoir promouvoir Mission Impossible 7, enfin Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, et la partie 2 qui doit sortir dans 11 mois à l'heure actuelle va très probablement être décalée. Ou alors, si elle n'est pas décalée, il va y avoir des coupes très franches, à mon avis, sur le film. Venom 3 est concerné. Bon, ça ne... C'est pas trop grave. Ça, c'est pas trop grave. Gladiator 2, dont on avait déjà parlé dans Pop News, est également impacté. Lilo et Stitch, chez Disney, voilà. Bon, évidemment, ce n'est pas les seuls, côté film, mais c'est les gros. Il y a un certain nombre de séries également qui sont impactés. Je pense à Andor, saison 2, qui ne restait qu'une seule semaine de tournage. Wow. Tournage à l'heure actuelle au Royaume-Uni, et on verra que le Royaume-Uni est une spécificité très particulière du côté de cette grève. Il y a un certain nombre d'acteurs de la SAG-AFTRA qui étaient sur le tournage d'Andor, et en fait, le tournage d'Andor continue avec des acteurs qui ne sont pas affiliés SAG-AFTRA. Donc ça veut dire que très probablement que les grands noms de cette série, en fait on va plus les voir sur cette fin de tournage, et ils vont terminer coûte que coûte. On va aussi préciser que le showrunner et scénariste principal et réalisateur parfois d'ailleurs, me semble-t-il, Tony Gilroy, n'est pas sur le tournage depuis le mois de mai. Oui, parce qu'il respecte justement la grève. Parce qu'il est en grève lui aussi. Donc on était très très chaud pour la suite d'Andor. La saison 2, dans ces conditions-là, moi, elle me fait très 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 peur. La fin de saison 2 en tout cas. Parce que s'ils ont tourné dans l'ordre chronologique, oui, ça peut être compliqué. Bon, donc voilà, ça fait peur. On va parler de House of the Dragon, qui est évidemment une des séries mastodontes qu'on attend pour les prochaines années, pour 2024, pour être très précis. House of the Dragon n'est pas impacté. Pourquoi ? Parce que c'est une production qui est en grande majorité faite avec des acteurs britanniques, et les acteurs britanniques dépendent de l'union du syndicat qui s'appelle Equity, et Equity qui voudrait bien pouvoir faire grève en soutien aux acteurs SAG-AFTRA n'est pas légalement en droit de le faire. Parce que au Royaume-Uni, il y a beaucoup de règles et de lois qui font que c'est pas vraiment possible, ce qui fait que si un acteur Equity se met à se mettre en grève sur le tournage de House of the Dragon ou sur n'importe quel autre tournage en soutien aux membres de la SAG-AFTRA, ils peuvent être poursuivis pour avoir cassé leur contrat. Et donc, on peut leur demander des dommages et intérêts. Donc, vous vous doutez bien que c'est du cassage de grève, en fait, ce genre de conditions-là. Donc, voilà pour House of the Dragon, qui poursuit donc son tournage, même si on précise que y a aucune réécriture de scénario qui ne peut être faite depuis le début du tournage, puisque les acteurs, les scénaristes sont en grève également depuis tout ça, même si les scénarios, je le sais, étaient terminés depuis le début du tournage.
voilà pour House of Dragon. Et juste un exemple particulier, en ce moment a commencé le tournage de la série spin-off Alien, et cette série spin-off, elle est tournée de mémoire en Thaïlande, et c'est une production Equity, donc dont certains acteurs dépendaient de la SAG-AFTRA, et ces acteurs-là, bah, eux, ils ne tournent pas. Par contre, tous les autres acteurs britanniques, on peut penser à Alex Lowther et à Samuel Blenkin, qui sont tous les deux d'ailleurs des membres du casting de Black Mirror, eux sont en train de tourner, puisque eux ne sont pas affiliés SAG-AFTRA. Ils sont pas impactés. Ouais. Voilà, donc ça, on peut imaginer que dans les prochains mois et dans les prochaines années, il y a un certain nombre de productions qui sortent, mais dont les conditions de tournage auront été très compliquées pour les acteurs, puisque si je dis n'importe quoi, si Alex Lowther aurait dû tourner une scène face à un membre de la SAG-AFTRA, il l'aura probablement tourné face à quelqu'un d'autre qui lui aura donné la réplique, et inversement, le membre de la SAG-AFTRA, quand la grève sera terminée, va tourner ses scènes, probablement pas face à Alex Lowther. Donc ça peut aussi donner des plans où il y a quelqu'un qu'on va incruster plus tard en post-production. Donc c'est des choses qui se font aussi, mais qui vont peut-être devoir être généralisées par la suite, parce que les studios veulent continuer à produire, quoi. Bien sûr, non, mais il y a de grandes chances que ça devienne la norme, hein. Et puis il faut pas oublier que les studios se sont mangés le Covid dans la tronche pendant des années, donc c'est compliqué pour eux. Le cinéma repart à peine, les séries aussi, enfin les séries ça va, mais je veux dire le tournage, voilà, un peu tranquille des séries sans trop de problèmes d'isoler les acteurs, etc. Et tout. Donc voilà, c'est quelque chose qui remet un coup d'arrêt un petit peu. On s'y attendait pas forcément, mais ouais, c'est compliqué pour le cinéma depuis 3-4 ans là. C'est clair. Ouais. Et donc on peut s'imaginer aussi que dans ce contexte, il y ait un recours plus accentué encore aux productions étrangères hors États-Unis. Donc c'est déjà le cas beaucoup chez Netflix, qui va piocher en Corée du Sud, qui va piocher en Europe, etc. Mais on peut s'imaginer que ça va être encore plus le cas dans les prochaines années, puisqu'il va falloir continuer, comme tu le disais, à nourrir l'ogre de contenu que sont les plateformes de streaming. C'est ça. Et petite précision avant qu'on termine sur le sujet, qu'il ne faut pas s'étonner si on voit plus d'acteurs en promotion, parce qu'en fait le fait que les acteurs soient en grève les empêche de faire de la promotion des films. On a eu un exemple assez pas choquant, mais en tout cas assez intéressant très récemment avec Oppenheimer, où les acteurs du film sont sortis de l'avant-première londonienne en plein milieu de la projection, parce qu'ils ne pouvaient plus faire la promotion du film. Ils ont laissé Christopher Nolan tout seul parler du film, parce que eux sont justement en grève et donc n'ont plus le droit de parler des films dont ils font partie. Donc c'est plutôt intéressant aussi, et il y a de grandes chances que voilà, on n'ait plus trop de marketing d'ici quelques semaines. Moi là, ça va être assez dur pour Hollywood aussi. C'est clair. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut s'imaginer qu'un certain nombre de productions, c'est pour ça que je parlais de Dune partie 2 tout à l'heure, pourraient être décalées justement parce que ce genre de projet qui coûte extrêmement cher ont besoin de la promotion des acteurs. Bien sûr. Donc on peut s'imaginer que déjà il y a un certain nombre de festivals de fin d'année qui vont se passer des stars américaines. La Mostra notamment, qui se passe de Zendaya et de Challengers, le film dont elle est l'héroïne, et voilà, ils ont décidé d'arrêter et justement de pas le mettre en avant, quoi. Ouais. Exactement. Donc on imagine que Dune partie 2 comptait aussi un petit peu sur ces choses-là, et devrait peut-être se décaler potentiellement à 2024, en espérant que la grève ne dure pas tant de temps que ça. Ou alors, ils vont devoir compter que sur Denis Villeneuve pour promouvoir le film. Le sauveur. Je pense que ça suffira pas parce qu'il est pas assez connu en plus du grand public. Nolan peut marcher, mais voilà. Sinon, moi j'ai peut-être une solution. On fait une Miyazaki. On fait, on ne fait pas de promo pour le dernier film Miyazaki, ce qui n'empêche pas le film de fonctionner, de cartonner au Japon. Il est sorti sans aucune bande-annonce, sans aucune image promotionnelle, à part une affiche. Et pourtant, le film fonctionne très très bien. Je dis ça pour placer le fait qu'on a découvert le film en avant-première finalement au Japon il y a quelques semaines, et on a livré notre avis en vidéo et aussi en podcast, donc n'hésitez pas à aller écouter ça, ça nous fera très plaisir. Yes, tout ça sans spoiler évidemment. Merci Adrien pour ton reportage de l'extrême. Ah j'étais sur le terrain, exactement. Allez, on va passer au radar de la quinzaine à venir. Je vais commencer tout de suite avec Le Manoir Hanté. Tout ça c'est les sorties en salle d'abord. Le Manoir Hanté, qui est une nouvelle production Disney qui aimerait capitaliser un petit peu sur ces manèges, on va dire, de Disneyland. Le Manoir Hanté, ça sort le 26 juillet prochain.
on sait pas trop à quoi s'attendre. Pareil, la promotion n'a pas été tenue par des acteurs, mais par Mickey et Minnie lors de Oui, c'est lors de vrai. l'avant-première. Donc voilà, intéressant. Nouveau blockbuster qui sort le 2 août prochain avec Jason Statham, c'est The Meg 2, ou en français En eau très trouble. Bon, ça risque d'être du Jason Statham dans le texte. Très bien. Voilà, avec un gros requin. Voilà, vous savez à quoi vous attendre. Je prends. Le 9 août, vous avez l'adaptation de Gran Turismo, le jeu vidéo de voiture, qui s'adapte au cinéma avec une adaptation d'un petit peu de la vraie vie, Ouais. puisque on va s'intéresser à un joueur en fait qui est devenu champion de Gran Turismo, de course de voiture. Donc ça a l'air plutôt intéressant avec David Harbour, notamment Orlando Bloom de mémoire. Donc pourquoi pas. Le 9 août, et probablement celle que j'attends le plus dans ces 4-là, toujours le 9 août, c'est Ninja Turtles Teenage Years, qui est un film d'animation, très inspiré d'ailleurs, on dirait bien, de Into the Spider-Verse, en tout cas en termes de style, les Tortues Ninja, du coup, dans un film d'animation. Honnêtement, moi ça me chauffe. Je suis très chaud. La bande-annonce est très drôle, ça a l'air très très bien. Ça sort le 9 août. Et toi aussi, tu vas être très chaud parce que tu nous en avais parlé déjà dans une brève précédente. Futurama saison 11, l'épisode 1 est d'ores et déjà disponible depuis le 24 juillet. Diffusion hebdomadaire sur Disney+. Toujours sur Disney+. How I Met Your Father saison 2, des épisodes 12 à 20. Ça sort à partir du 26 juillet sur Disney+. Autre deuxième partie, c'est The Witcher saison 3, partie 2, donc les 3 derniers épisodes de la saison 3, les derniers du coup avec Henry Cavill, arrivent le 27 juillet sur Netflix. Sur Prime Video, vous pourrez regarder la saison 2 de Good Omens avec David Tennant notamment. Je crois que la saison 1 a été très appréciée notamment par ses fans, donc voilà, la saison 2 arrive sur Prime Video. Et enfin, la saison 2 de The Bear, je crois qu'elle a terminé sa diffusion aux États-Unis sur Hulu, arrive en France le 16 août sur Disney+. Yes. Et tu vas justement nous parler de The Bear, puisque ça fait partie de tes recommandations de fin d'épisode. Mais quelle transition parfaite. Exactement, The Bear que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert il y a 2-3 semaines, donc la saison 1 sur Disney+, comme tu l'as dit, la 2 arrive bientôt, donc j'ai très hâte, je me suis pas spoilé, j'ai juste vu qu'il y avait des acteurs très connus qui débarquaient dans la série, mais bon, c'est tout ce que je sais. The Bear, pour faire très simple, c'est l'histoire d'un jeune chef, d'un prodige en fait, de la restauration. Il travaille dans le meilleur restaurant du monde, jusqu'au moment où son frère se suicide. Son frère, lui, tenait un petit boui-boui, un restaurant à Chicago, qui sert des sandwichs, et Carmen, donc le héros, décide de reprendre le restaurant de son frère, pour le faire tourner. Voilà, bon, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il décide de reprendre ce restaurant. C'est un restaurant familial. Sauf qu'il débarque dans cette brigade qu'il ne connaît pas, à part son cousin qui bosse aussi dedans. Et les gens ne lui font pas de cadeaux, quoi, parce qu'ils le prennent de haut, justement, en disant c'est le mec un peu prout-prout qui arrive à faire des plats grandioses. Qu'est-ce qu'il vient faire des sandwichs à Chicago, dans un quartier un peu malfamé dans l'idée. Et lui ne démérite pas du tout, il n'en démord pas, et il veut absolument faire tourner ce resto, en tout cas ce sorte de diner en fait, comme un grand restaurant, quoi. Et au-delà de ça, alors c'est extrêmement rythmé, c'est extrêmement bien filmé, c'est extrêmement bien joué, je veux dire beaucoup extrêmement, mais c'est ultra intense. En fait, on est plongé là-dedans. Il y a des plans des plans par exemple de bouffe qui se mêlent tout de suite à des plans, des close-up. Enfin là, ça va très très vite. La caméra bouge tout le temps. Le montage est impeccable. Il y a un épisode entier qui est de 20 minutes à peu près en plan séquence. Donc c'est vraiment une mini pièce de théâtre à l'intérieur du diner. C'est génial parce qu'au bout de 10 minutes, on se dit ah mais c'est vrai que la caméra ne s'est pas éteinte. C'est vrai. Okay. Donc il n'y a pas eu de plan de coupe ni de montage. Donc c'est génial et on en apprend beaucoup plus aussi. C'est extrêmement dramatique aussi dans l'idée parce que voilà, on parle quand même d'un suicide et d'un frère qui reprend tout ça, donc c'est ce côté famille, comment on gère un deuil, comment on gère tout ça, donc lui c'est sa façon de gérer le deuil. J'en dirai pas plus, mais vraiment foncez regarder The Bear sur Disney+, qui a un sous-titre en français qui est horrible, qui s'appelle Sur place ou à emporter. C'est genre, on a l'impression que c'est une grosse comédie alors que pas du tout. D'ailleurs, aux Emmy Awards, il est dans la meilleure,
nommé dans la catégorie meilleure comédie, je crois, ce que je trouve Au assez secours. honteux. Au secours, parce que c'est quand même un type qui gère un deuil, mais voilà, bref. Mais vraiment foncé, c'est l'une des plus grandes séries que j'ai vues ces derniers mois. J'ai été happé par le truc et j'ai tout maté en 2 secondes. Et ça va vous donner envie de manger, ça va vous donner envie limite de tenir un petit resto, de cuisiner vous-même. Enfin, c'est assez incroyable. C'est vraiment, vraiment super. Et Jeremy, alors c'est Jeremy Allen White, qui est l'acteur principal, est génial. Tout en retenue, et en même temps on sent qu'il y a une colère extrême dans ce personnage. Enfin, il est super. Donc vraiment foncé. Bah écoute, c'est très cool. Ça faisait un moment que je l'avais sur mon radar, hein, cette série, mais que j'avais pas encore pris le temps de la regarder, et tu donnes vraiment envie. Je vais essayer de mater la saison 1 avant la saison 2, du coup, qui arrive. On l'a dit, le 16 août, c'est ça ? Yes, c'est ça. Le 16 août, très bien. Et ben écoutez, moi c'est pas vraiment une reco que je vais vous faire. En fait, j'ai proposé à Adrien, hors antenne, de faire plutôt une section. On a regardé ça, qu'est-ce que ça vaut ? Parce que parfois, on regarde des trucs, on se dit c'est peut-être une reco, mais en fait c'est pas une reco, du coup on va pas pouvoir en parler. Et là du coup je vais vous en parler quand même, c'est The Walking Dead Dead City, du coup, qui est un des spin-offs, un des nombreux spin-offs de The Walking Dead, qui est arrivé du coup fin juin, je crois, mi-juin, ouais. Sur AMC, et en France c'est sur OCS. The Walking Dead Dead City, qui s'intéresse aux personnages de Negan et de Maggie, post-saison 11 de Walking Dead. On sait que c'est 2 personnages qui s'aiment pas du tout, et qui vont être, par la force des choses, rassemblés vers une quête qui les emmène vers Manhattan, New York post-apocalyptique. L'objectif, c'est de sauver quelqu'un qui a été kidnappé. Donc voilà, bon, c'est déjà un petit peu léger, je trouve. J'ai rien vu mais de cette série, mais est-ce qu'il y a un côté New York 97 avec Kurt Russell ou... C'est la première inspiration que j'ai vue quand j'ai vu le premier épisode et le deuxième, et je me suis dit, ça peut être sympa. Et honnêtement, j'ai continué parce que je me suis dit, attends, je veux voir la fin quand même. Et Walking Dead, faut savoir que j'ai arrêté depuis la saison 9 avec le départ du personnage principal. Donc j'ai pas regardé depuis, et il n'y a pas spécialement besoin d'en savoir beaucoup plus en vérité sur les 2 personnages, ce qui est déjà un problème en soi. Mais l'idée, en fait, c'est que effectivement, ils sont plus ou moins parachutés sur cette île qui est aux prises des zombies, mais aussi d'une faction un petit peu étrange. Donc ça fait beaucoup penser, comme tu le dis, à New York 97, et ça s'arrête un peu là. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que au bout d'un moment, en fait, les grands travers de Walking Dead réapparaissent, c'est-à-dire que on introduit des nouveaux personnages, mais qu'on jette comme des vieilles chaussettes au bout de 1-2 épisodes. On s'y intéresse pas vraiment. Les personnages principaux, on les développe un petit peu, c'est vrai, mais ça va pas très loin, c'est vraiment dommage. Et mon exemple typique, c'est que normalement, on s'attend à ce qu'il y ait un gros truc qui se passe à Madison Square Garden. On se dit, bon, ça va forcément être un des moments, on va dire, les money shots de cette série. Ben non. Ils décident de pas le faire. Et tu te dis, bah en fait, c'est quand même un rendez-vous manqué. Tu me dis qu'il y a quelque chose qui va se passer à Madison Square Garden, tu fais un truc, c'est honnêtement pas très impressionnant. Mais parce qu'ils avaient plus de tickets pour Taylor Swift ou non, ils avaient plus, c'est fini. Ouais. Mais au-delà de ça, voilà, les décors extérieurs sont très réussis, les décors intérieurs, parfois, quand ils ont envie, ils réussissent à faire quelque chose d'intéressant. Mais moi, je trouve que on s'ennuie un peu. Malgré tout. C'est le gros problème de cette saga, en fait. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à finir leur série principale, ce qui est quand même un énorme problème. Ouais. Et 2, ils ont voulu partir sur plein de spin-offs, ce qu'ils font actuellement, voire même des téléfilms. J'ai l'impression que c'était dans les tuyaux il y a quelques temps. Donc là, on a 3 spin-offs qui arrivent. Donc celui-là, Dead City, on a le spin-off sur Daryl, et l'autre sur Rick and Michonne, c'est ça. Ouais. Daryl, je vais le mater parce que c'est Paris et ça me fait marrer de voir Daryl à côté de la Tour Eiffel ou Daryl dans le métro. Mais à part ça, franchement, il n'y a rien qui me chauffe, quoi. Enfin... Ouais. Mais ouais, je veux bien te croire et je te crois sur parole quand tu dis que ça manque d'ambition et de... Donc, en fait, au début, je me suis dit, ah tiens, peut-être. Et en fait, ça retombe très vite, comme un mauvais soufflé, et c'est un peu dommage parce que bon, ils veulent faire une saison 2, et parce que visiblement, les 6 épisodes, ils avaient pas suffisamment de choses à raconter, donc je suis un peu étonné. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que si vous êtes ultra fan de Walking Dead, il y a des chances que vous soyez content de ça, que ce soit certainement meilleur que les saisons 10 et 11, mais honnêtement, pour quelqu'un qui a abandonné et qui se dit, je vais lui laisser une chance,
bah, c'est pas suffisant à mon goût. C'est Lauren Cohan, hein, c'est ça Ouais, l'actrice? Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan. Ils jouent comment les deux, ça va? Ils sont égaux à eux-mêmes. Hein. Lauren Cohan m'a jamais trop impressionné, et là elle est toujours un petit peu dans son rôle là. La problématique des personnages de Walking Dead, c'est qu'ils restent dans leur truc. C'est au bout d'un moment en fait tu dis mais secoue-toi quoi. Ouais. Et c'est un peu le sujet de Dead City. Et notamment du côté de Negan, c'est des personnages qui sont censés avoir un peu évolué, mais qui reviennent toujours sur la même rengaine. Et ça devient un petit peu ennuyeux très vite. Ok, bon, bah je ne materai pas ça. Voilà, donc voilà, si vous n'êtes pas très fan, je vous le recommande pas. Si vous êtes très fan, très probablement que vous l'avez déjà maté et que vous avez déjà kiffé. Ok. Voilà pour cet épisode de Pop News. On voulait faire 1 heure d'enregistrement. On a fait 1 heure d'enregistrement. C'est pas magnifique. Nickel. Au poil de fesses. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine, comme je vous le disais, dans Pop Tea, pour vous parler de Barbie. Dans 2 semaines, on vous parlera d'Oppenheimer. Et après, voilà, on déroulera un petit peu les films de l'été. Il est très probable qu'on vous fasse pas de Pop News d'ici 2 semaines ou d'ici 1 mois. Puisque bon, on sera probablement en vacances. Ouais. Mais bref, voilà pour Pop News. N'hésitez pas à laisser les pouces en l'air sur YouTube, sur Dailymotion, sur les shorts qu'on vous envoie sur Instagram, sur TikTok, etc. Sur Twitter, bien sûr. Et puis, les étoiles, c'est très important sur vos applications de podcast préférées. On apprécie sur Spotify, sur Apple Podcasts, mais partout ailleurs, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast, n'hésitez pas à partager, que ce soit sur vos réseaux sociaux, mais aussi avec vos proches. Le bouche à oreille, ça nous aide énormément. Allez, c'est parti, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Pop Tier. Salut tout le monde. Salut à tous.